Bonjour à toutes et à tous. Très contente d'être là ce matin. Je m'appelle Marjolaine Grondin, je suis la cofondatrice et la CEO de Jam, qui est un média qui échange avec bientôt 800 000 jeunes sur des sujets de société directement dans les messageries sociales, Instagram, Facebook. Et je suis en compagnie aujourd'hui de Simon Bernard, cofondateur de Plastic Odyssey. Avec Jam, notre mission, c'est de donner la parole aux jeunes qui s'engagent, les faire réfléchir, valoriser leurs avis, leurs opinions, leurs engagements sur des grands sujets de société. On l'a fait par exemple dans le cadre des rencontres ici, dans le cadre de la parole aux 18-28 ans. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là, pas ce matin, mais demain plutôt, je vous parlerai des grands enseignements de ces enquêtes. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Simon, qui est, moi, un entrepreneur comme je les aime, un entrepreneur qui est engagé. Quand on m'a proposé d'être là ce matin pour modérer cette session, je me suis dit, c'est le signe que les choses vont dans le bon sens. Quand j'ai commencé à entreprendre il y a 10 ans, on était beaucoup dans le rêve de la tech, l'Eldorado de la Silicon Valley, le solutionnisme grâce à la technologie, aux algos, aux applis, aux plateformes, on va résoudre les grands et les petits problèmes, parfois plus les petits problèmes que les grands d'ailleurs. Quand j'échangeais avec des entrepreneurs ou des gens qui voulaient se lancer, ils me parlaient de leur algorithme qui allait nous aider à nous habiller en fonction de la météo ou d'une plateforme qui mettait en relation les propriétaires de chiens avec... Bon, et quand je leur disais d'accord, mais c'est quoi le problème que tu résous? Non, ils étaient passionnés par leurs solutions, leur appli, leur techno. Et quand ils me disaient, mais le problème, c'est que on n'a pas une appli qui... Non, mais ça marche pas. C'est quoi le problème que tu résous? Jusqu'à ce que je dise, your solution is not my fucking problem. Désolée, c'est un peu tôt encore pour ça, mais au moins c'était clair. Et les gens se disaient, ok, c'est quoi le problème que je cherche à résoudre? Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à cette ère, et je pense que tu vas nous en parler très bien ce matin. Je vois des entrepreneurs qui sont vraiment passionnés par le problème qu'ils cherchent à résoudre et non pas la solution qu'ils veulent absolument mettre entre les mains des gens. Il y a beaucoup moins d'ego, beaucoup plus d'humilité et d'envie de résoudre des problèmes de la vraie vie, de le faire avec des vraies personnes, pour des vraies personnes. Et donc, comme je disais, tu es vraiment un entrepreneur comme moi j'aime en voir, qui j'espère vont faire disparaître le terme d'entrepreneur social, qui est à mon sens un non-sens. Enfin, si une entreprise elle n'est pas sociale, engagée, elle est quoi? La techno, c'est un moyen au service de quelque chose, mais sans perdre de vue pour qui on fait les choses, avec qui. Et je vais te laisser te présenter. En tout cas, je trouve que tu as un parcours hyper intéressant, hyper inspirant. On voit que ce que tu as fait, tu l'as fait avec le cœur et que ce n'est pas un Excel qui t'a dit OK, il y a une opportunité, j'y vais, mais que tu as vraiment cette double casquette terrain en tant qu'officier de marine marchande et en même temps entrepreneur. Et que tu résous des problématiques à la fois de justice sociale, environnement, et qui correspondent à ce qu'on attend aujourd'hui. Donc je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous et bienvenue à Simon. Merci Marjolaine. Alors moi, à l'origine, je suis officier de marine marchande, comme tu le disais, mais je voulais être inventeur quand j'étais petit, et on m'a dit non, ça n'existe pas, c'est pas un métier, il faut que tu sois ingénieur. Je me suis dit, ça me plaît pas trop de rester derrière un ordi. Et donc très rapidement, je me suis retrouvé donc sur des bateaux de commerce, des porte-conteneurs, des gros bateaux. Et finalement, cette vision un peu de l'aventure que j'avais de l'exploration, elle n'était pas tout à fait au rendez-vous, puisque c'est quand même des métiers un peu conventionnels. On pousse de l'eau, on ne sait plus trop bien pourquoi, on transporte des boîtes, des containers ou autre chose. Et donc très rapidement, je me suis tourné pendant mes études, il y a 10 ans, vers l'entrepreneuriat, parce que je ne connaissais pas vraiment, mais je commençais par des projets qui étaient plutôt des projets étudiants, qui m'ont vraiment plu, et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de continuer à faire. Et donc en 2016, j'ai rejoint un aventurier un peu fou que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Corentin de Châtel-Perron, qui travaillait sur les low-tech. Et donc je l'ai rencontré vraiment avant qu'il lance sa dernière expédition il y a 6 ans. Et il m'a dit, tu veux pas inventer un désalinisateur low-tech, donc un système pour faire de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Et donc j'ai commencé comme ça à réfléchir pendant 1 an là-dessus, et à embarquer sur cette expédition entre le Maroc et le Sénégal au printemps 2016. Et donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de Corentin, il a
transformer un petit catamaran pour en faire une sorte de laboratoire des low-tech. Et donc, il essaie de vivre en autonomie en utilisant des systèmes les plus simples possibles, qui demandent peu de ressources et qui peuvent répondre à des vrais problèmes de société. Un peu à l'inverse des high-tech, en se disant aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux sur Terre, donc l'équipage du bateau finalement s'agrandit, mais les ressources en fond de cale diminuent, donc il faut réussir à apprendre à faire mieux avec moins. C'était vraiment la base de la réflexion. Et ce qui allait avec, c'était de se dire, en fait, 90%, comme tu le disais, des ingénieurs, des designers, des entrepreneurs travaillent pour 10% de la population qui sont capables de s'acheter une iWatch ou un iPhone, alors qu'à côté de ça, on est incapable de résoudre des problèmes comme l'accès à l'eau, à la nourriture, au traitement de la pollution, qui paraissent quand même pas si compliqués que ça. On est capable d'envoyer des fusées, de les faire atterrir comme ça, et ça paraît assez fou. Et à côté de ça, on a des problèmes d'eau, dessaler l'eau de mer typiquement, ou avoir accès à la nourriture, ça paraît quand même pas très compliqué. Sauf que personne s'y intéresse vraiment. Donc le mouvement est parti de là en disant, si on arrive à travailler sur ces systèmes-là avec une approche différente, pas en essayant de rajouter de la complexité, de rajouter des capteurs toujours, et de répondre à finalement des fausses problématiques, mais au contraire de revenir à l'essentiel, de consommer le moins de ressources possible et d'avoir l'impact le plus grand possible, on va pouvoir résoudre ces problèmes. Et ce mouvement-là, il allait aussi avec le mouvement de l'open source, de l'innovation collaborative, c'est-à-dire que finalement, un peu à l'encontre de ce qu'on fait aujourd'hui, si on arrive à partager l'innovation, le savoir, on va, au lieu de perdre son savoir, en fait, on va récupérer énormément de retours et d'amélioration. Et donc, si je partage, je donne 1, je vais recevoir 10. Et donc, ça sert à tout le monde et ça permet juste d'accélérer l'impact. Ça m'a vraiment plu, cette approche-là. Et donc, on a fait escale à Dakar, au Sénégal, dans une des anses les plus polluées. Il y avait du plastique partout. Il y avait, ce qui est assez fou, c'est qu'on ne le voit pas vraiment, ce plastique, en mer, puisqu'en fait, il coule. Contrairement aux idées reçues, le plastique ne se voit pas quand on navigue. Il est au fond de l'eau. Et donc, là où on se rend compte vraiment de la problématique, c'est quand on fait escale dans des pays qui n'ont pas accès à des systèmes de gestion et finalement où les déchets sont visibles sur la côte et se déversent dans l'eau. Ça a été le point de départ de mon engagement, de me rendre compte à la fois qu'il y avait énormément de plastique qui se déversait, mais aussi qu'il y avait énormément d'ingéniosité partout dans le monde. Et je crois que le Sénégal, c'est un des pays assez emblématiques, c'est le pays du DIY, du do-it-yourself, c'est le pays de la débrouille, et c'est dans ces pays, dans ces endroits sous contrainte qu'on innove le plus finalement. Et donc on a énormément à apprendre de ces entrepreneurs, de ces makers du monde entier qui font, qui n'ont pas forcément d'équipe com pour en parler, mais il y a énormément d'innovation dans tous les domaines. Et donc, on a beaucoup à apprendre de ces pays sous contrainte. Donc ça m'a fasciné. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut réussir à continuer cette démarche et donc développer des systèmes simples, low-tech, open source, pour répondre à la problématique de la pollution plastique. Non pas en allant nettoyer l'océan comme certains veulent le faire, mais vraiment en se disant comment est-ce qu'on peut permettre à des entrepreneurs locaux dans les pays du Sud, pays à bas et moyens revenus, de transformer un déchet aujourd'hui qui n'est pas utilisé pour en faire quelque chose d'utile sur place. Et donc ça fait 5 ans que je travaille là-dessus avec une équipe pour réussir à identifier tout ce qui se fait déjà dans le monde et le faire connaître, le diffuser pour que ce qui se passe par exemple au Caire, 70 000 personnes qui vivent du recyclage informel, donc qui recyclent les déchets mais personne ne les connaît vraiment, que ces innovations-là puissent être répliquées un peu partout. Et donc pour vous donner des exemples un peu concrets, ce qu'on fait, on développe des machines assez simples pour transformer les déchets plastiques et en faire par exemple des tubes, des tuyaux pour les canalisations d'eau. Donc résoudre un peu 2 problèmes. Quand on a des problèmes de déchets plastiques, souvent on a des problèmes aussi de gestion des eaux usées. Là, en transformant des déchets en tuyaux, on peut résoudre ces 2 problèmes. On développe aussi des systèmes assez simples pour faire par exemple des tuiles pour les toits. Dans beaucoup de pays, par exemple au Burkina Faso, on utilise des toits en tôle ondulée. Ça isole pas de la chaleur, donc il fait très chaud dans les maisons, les gens vivent dehors. Et donc en transformant les déchets pour en faire des toits en tuiles de plastique recyclé, on permet d'isoler aussi les maisons et donc de résoudre ce problème. Donc on cherche comme ça à résoudre différents problèmes en transformant les déchets en faisant directement des produits finis.
pour permettre à des entrepreneurs de vraiment créer leur entreprise, de créer des économies locales. Pas se dire que les gens vont se réveiller un matin en se disant tiens, je vais aller nettoyer la plage parce que ça me fait plaisir, mais plutôt en essayant de transformer ce problème en solution et donc de leur permettre à tout un chacun de monter une activité rentable, d'employer des gens, d'en vivre. On fait aussi des planches, ça c'est un truc assez classique qui se fait, pour remplacer le bois. Parce que dans beaucoup de pays, on déforeste, par exemple, pour faire des palettes de transport. Une palette de transport, c'est fait en bois, ça a une durée de vie qui n'est pas énorme, alors qu'on pourrait les faire en déchets plastiques, typiquement. Ça ne pourrit pas, donc ça a beaucoup d'avantages, et ça permet de résoudre cette pollution-là. Pareil, dernier exemple, on travaille sur la pyrolyse pour transformer les déchets qui ne sont pas recyclables et en refaire du carburant. Donc la pyrolyse, ça paraît assez magique, c'est pas si simple, mais on peut transformer 1 kg de déchets plastiques pour en faire 1 litre de diesel et d'essence. Alors vous imaginez que ce n'est pas l'énergie du futur, mais en fait c'est super intéressant dans plein de contextes où on croule sous les déchets. En général, on les brûle pour s'en débarrasser, donc il n'y a rien de pire en termes d'impact environnemental et sur la santé. Alors qu'on importe du pétrole de très loin, qu'on va extraire, qu'on va transporter, qu'on va raffiner pour alimenter des groupes électrogènes ou avoir accès à l'énergie dans des endroits reculés. Alors là, on se dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer les déchets qui sont déjà là et donc remplacer le pétrole vierge par du pétrole recyclé en attendant d'avoir de la fin du pétrole, mais qui n'est pas pour tout de suite. Donc on travaille sur toutes ces solutions-là. Et donc ce qu'on fait, c'est que le challenge, c'est vraiment de les faire connaître dans les pays qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Quand on regarde la carte de la gestion des déchets dans le monde, et donc la source de la pollution de l'océan, on se rend compte qu'il y a une trentaine de pays qui souffrent vraiment, qui à la fois n'ont pas de système de gestion des déchets, donc croulent un peu sous les déchets, et en plus de ça reçoivent les déchets des pays les plus riches. Les États-Unis, par exemple, sont à l'origine de 10% de la pollution de l'océan, de manière indirecte, en sous-traitant la gestion de déchets. Donc il y a à peu près 1 million de tonnes par an qui terminent dans l'océan, qui sont des déchets des États-Unis exportés dans des pays comme le Kenya ou en Asie du Sud-Est. Et donc ça, finalement, c'est double peine pour ces pays-là. Donc nous, le challenge, on s'est dit, on va prendre les 30 pays qui souffrent le plus, les 30 pays les plus touchés par cette pollution, et on va aller faire connaître ces systèmes de recyclage, on va aller former des entrepreneurs. Et donc pour ça, on a monté une expédition. On a acheté un ancien navire de recherche scientifique en 2019 qu'on a transformé. C'est un bateau qui fait 40 mètres, qui ressemble un peu à la Calypso de Cousteau, pour vous donner une idée du bateau, et qu'on a transformé pour en faire un vrai laboratoire du recyclage. Et donc à l'arrière du bateau, on a à peu près 150 mètres carrés d'ateliers avec tous les différents systèmes qu'on développe. Et ce bateau, il va partir cette année, il va partir en octobre de Marseille pour aller faire escale dans les 30 pays les plus touchés. Donc 3 ans de mission dans 30 pays avec un objectif de former 300 entrepreneurs. C'est-à-dire qu'à chaque escale, on va avoir une dizaine de personnes qu'on sélectionne, qu'on invite à bord, qu'on va former sur les techniques, sur les machines, qu'on va vraiment incuber, une sorte de petit incubateur du recyclage. Et donc, les faire rencontrer ces entrepreneurs avec des investisseurs locaux, avec des gens qui vont pouvoir les aider à créer derrière leur activité, leur entreprise rentable. Ça, c'est vraiment le point de départ, on va dire, ce qu'on fait en majorité. On s'est dit, aujourd'hui, on a un héritage plastique, puisqu'on a produit 6 milliards de tonnes et il en reste encore 5 milliards de tonnes. Donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de cet héritage. Même si on arrête aujourd'hui la production, il faut traiter ces 5 milliards de tonnes. Donc là-dessus, ça a été notre premier axe de travail, traiter l'héritage plastique, se débarrasser de tous ces déchets pour en faire quelque chose d'utile. Pas refaire un emballage qui va redevenir un déchet, en faire quelque chose un objet qui va durer dans le temps. Et en fait, très rapidement, on s'est dit, ok, c'est super, mais on a commencé à s'intéresser aussi aux sciences sociales, aux sciences humaines, et à se dire, la technologie ne peut pas tout résoudre. Et donc, c'est super si on arrive à créer ces économies-là, à traiter les déchets qui sont là. Mais si on continue à produire autant de plastique et à consommer autant, on ne va pas s'en sortir. Et il y a quelque chose que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'effet rebond.
que j'ai découvert il y a quelques années. J'ai découvert un peu les sciences sociales, comportementales, qui est en fait exactement ce qu'on veut éviter. Si on arrive à créer plein de centres de recyclage et finalement à transformer ces déchets en ressources, on risque d'avoir une consommation qui explose du plastique. Alors, ça s'est vu pour toutes les innovations. Typiquement, ça a commencé avec le charbon en Angleterre, où on s'était dit, tiens, il va manquer de charbon, le charbon c'est super utile. Comment est-ce qu'on peut faire pour développer des machines qui utilisent moins de charbon ? Donc c'est comme ça qu'on a inventé la machine à vapeur et que finalement, au lieu de réduire la consommation de charbon parce qu'on en consommait beaucoup moins pour la même quantité d'énergie, c'est l'effet inverse qui s'est produit. Parce qu'on a démocratisé l'usage du charbon, donc on l'a utilisé partout et ça a juste fait exploser la demande en charbon. Et ça, on le retrouve en fait dans toutes les innovations. C'est mathématique. À chaque fois qu'il y a une innovation qui permet de rendre accessible une ressource, on la consomme plus, alors qu'on souhaite à la base en consommer moins. C'était vrai donc pour les voitures. Dans les années 90, elles consommaient 8, 9 litres au 100. Aujourd'hui, peut-être 6 litres. Et en fait, la consommation globale du parc automobile a augmenté parce qu'on a utilisé plus la voiture, on a construit des voitures qui étaient plus lourdes. Et donc finalement, on consomme plus. Ça, c'est un truc sur lequel on se questionne beaucoup. Et donc, on a monté une équipe au sein de Plastic Odyssée qui travaille en parallèle de l'équipe recyclage, on va dire, qui travaille sur la partie réduction. Et cette équipe-là, elle ne s'intéresse pas du tout à la technologie, elle s'intéresse aux sciences humaines et sociales, et donc aux manières de comprendre les comportements, de comprendre pourquoi est-ce qu'on consomme du plastique et comment est-ce qu'on peut faire différemment. Et donc on a monté un programme de recherche avec une dizaine d'universitaires qui sont des sociologues, même des archéologues qui sont spécialisés dans comment est-ce qu'une civilisation passe d'un matériau à l'autre. Et donc finalement, on s'intéresse vraiment en observant plutôt dans un premier temps, on ne va pas aller donner de leçons, mais plutôt comprendre pourquoi dans chaque pays dans lequel on va aller, on consomme du plastique, quel est l'usage qu'il y a derrière. Donc en faisant des collectes et en essayant d'analyser les déchets pour se dire à quoi sert. Typiquement à Marseille, il y a des Capri-Sun, vous savez, il y en a partout. À quoi ça sert, d'où ça vient, qui l'utilise, qui consomme, pourquoi on le retrouve par terre. Et ça, finalement, c'est pas du tout des ingénieurs qui doivent réfléchir à ça, parce que les ingénieurs, ils vont se dire comment est-ce qu'on peut changer l'emballage du Capri-Sun pour en faire un truc biodégradable ou un bioplastique qui résout pas forcément le problème. Donc, ce qui est intéressant, et en fait, on s'est rendu compte de ça parce que on est tous plus ou moins ingénieurs dans l'équipe, chez Nomade des Mers, chez Low-Tech Lab, et on est tous, petit à petit, arrivés à la conclusion que la technologie, c'est bien, mais ça ne peut pas tout résoudre et qu'il faut se tourner vers la compréhension de l'humain qui utilise la technologie. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un mouvement, j'ai l'impression, qui touche beaucoup plus les ingénieurs que les autres. Et je me rappelle d'une expérience qu'on avait faite il y a quelques années, qui était donc c'était un événement qui réunissait des entrepreneurs, des patrons de grands groupes, des institutions, l'ADEME, etc. Et la question était posée, selon vous, on va s'en sortir, donc en parlant des problématiques environnementales, on va s'en sortir et il fallait voter. Donc on se déplaçait, il y avait 3 cases qui étaient au sol, il y avait des zones qui étaient délimitées au sol et on devait se déplacer pour voter. Il y avait 3 réponses. La première, c'était on va s'en sortir grâce à une sobriété radicale. La deuxième, on va s'en sortir grâce à la technologie. Et la troisième case qui était on va pas s'en sortir, c'est trop tard. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'était de voir que dans la case sobriété, on va s'en sortir pas grâce à la technologie, parce qu'on va réussir à réduire notre consommation. On avait beaucoup plus des ingénieurs qui étaient censés être ceux qui allaient inventer les technologies. Dans la case, on va s'en sortir grâce aux technologies vertes, c'était que des gens qui ne connaissaient pas finalement la technologie, qui avaient peu de connaissances en ingénierie, et donc finalement qui avaient une idée très faussée de la technologie, qui se disait que c'était un peu comme une baguette magique. Et ça, c'est un truc aussi en sciences cognitives qui s'appelle l'illusion de la connaissance. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Dunning-Kruger, c'est assez marrant. C'est le fait que quand on commence une discipline, quand on commence à s'intéresser à un sujet, on a l'impression de connaître énormément ce sujet. Je suis en train de vous parler de sciences sociales, j'y connais rien, j'ai l'impression de tout connaître. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on a un pic de confiance en soi au tout début. Donc quand on commence à s'intéresser à un sujet, on a l'impression d'être très très fort.
Et plus ça va, et plus finalement on se rend compte qu'on a encore beaucoup à apprendre, et on est beaucoup plus humble sur le sujet. Et donc cet effet, on le retrouvait exactement là, parmi ces personnes qui finalement avaient lu quelques articles dans Science et Avenir. Un étudiant a réussi à inventer un avion à hydrogène, ou je ne sais pas, et se disait oui, non, mais il y a des gens qui vont inventer des machines, c'est formidable, on va s'en sortir. Parce qu'ils avaient cette illusion de la connaissance sur la technique. Donc ça, c'est assez intéressant de comprendre vraiment tous les biais cognitifs. Et les troisièmes, ceux qui disaient on va pas s'en sortir, on est tous foutus. Les troisièmes, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'industriels qui, par exemple, fabriquent des avions ou dans des secteurs assez polluants, qui avaient pris conscience de ouais, on a vraiment fait n'importe quoi, mais c'est foutu de toute manière. Donc... Mais en fait, ça a changé parce qu'il y a eu des débats après, et donc les gens après se sont déplacés et ont changé leur vision des choses. Et donc c'est assez intéressant. Donc plus ça va, plus on s'aperçoit qu'on est entouré de biais cognitifs qui font qu'on a envie d'aller là, on a envie de résoudre ces problématiques environnementales, mais on n'y arrive pas pour plein de raisons. C'est pas parce qu'on n'a pas une bonne volonté, c'est parce qu'en fait on a des biais cognitifs. Juste notre cerveau est fait d'une manière qui nous empêche d'arriver là où on veut. Par exemple, les biais de statu quo, qui est un biais cognitif, on le connaît tous, on a tous tendance à plutôt préférer rester comme on est plutôt que de changer. Donc, c'est vraiment cette résistance au changement qui fait que même si une solution est meilleure, mais qu'elle demande un changement, on préfère rester comme on est. C'est un biais cognitif, le cerveau est fait comme ça en fait. Et donc on en a pas mal. On a aussi la responsabilité partagée, le fait de tout le temps se dire oui, mais en fait, moi je représente 1%, donc c'est pas moi qui est le problème, c'est les autres. Et en fait, comme tout le monde se dit ça, comme la responsabilité est partagée, personne n'agit. Et il y a ces mêmes phénomènes quand il y a des agressions dans la rue, typiquement. Quand quelqu'un se fait agresser, plus il y a de monde à observer l'agression, moins il y a de chances que quelqu'un intervienne. Parce qu'en fait, la responsabilité est partagée par de plus en plus de monde. Donc tout le monde se regarde et se dit « personne n'intervient, donc j'interviens pas ». Et c'est juste humain comme réaction. Alors que si on est tout seul à observer une agression, on va avoir tendance à agir beaucoup plus. Donc c'est exactement ce qui se passe dans ces problématiques environnementales. On se regarde tous, tout le monde jette des mégots, tout le monde pollue à sa manière, et tout le monde se dit mais oui, mais en fait on fait tous, donc on est tous partie du problème, donc on va juste attendre que les autres fassent avant de le faire nous-mêmes. Donc ça c'est pareil, ça fait partie de ces biais cognitifs. Ce que tu dis, ça me fait penser aussi au biais de je choisis la première solution, la plus facile en premier. Par exemple, si on vous demande de vous couper les ongles, vous allez toujours commencer par vous couper les ongles avec la main qui est votre main d'utilité principale. Vous commencez avec la main droite, puis après vous devez le faire avec la main gauche si vous êtes droitier. Et c'est plus difficile. Vous savez que de toute façon, vous allez faire les deux mains, mais on commence toujours par le plus simple. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, c'est vrai, je commence toujours par le plus simple, même si je vais devoir finir sur la main gauche. Mais voilà, on a toujours cette idée de dire, je prends la solution la plus rapide, la plus immédiate, même si je vais devoir tout faire, quoi. Je pense que tout le monde se dit, ouais, effectivement, je commence toujours par la main la plus facile. Donc oui, il y a plein de biais qui font qu'on partage la responsabilité, on la dilue, on n'a pas forcément envie de... On a des différences entre nos engagements et... ok, je vais quand même prendre l'avion cet été parce que ça a l'air cool et parce que mes potes le font et parce que, alors que toute l'année on se dit c'est un non-sens. Enfin ouais, la dissonance cognitive nous touche tous quoi. Ouais, c'est hyper intéressant en fait de s'analyser soi-même en disant ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'arrive à faire et pourquoi. Et donc de prendre conscience de tous ces biais qu'on peut avoir qui nous freinent et qui ne sont pas parce qu'on est des mauvaises personnes ou qu'on a une mauvaise volonté ou qu'on va remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Il y a un truc qu'on aime bien dire aussi, c'est le triangle de l'inaction entre les consommateurs, les citoyens, les politiques et les entreprises. Et en fait, chacun a toujours tendance à remettre la faute sur l'autre. Les citoyens à dire oui, mais en fait, les politiques doivent... faire des lois, où les entreprises doivent proposer des produits plus écologiques. Ensuite, les entreprises vont dire « oui, mais nous, on ne va pas faire un produit qui va nous coûter plus cher, donc il faut légiférer pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. » Ou alors, on répond au marché, à la demande. Donc, si les consommateurs consomment ces dosettes usage unique ou autres, on va y répondre.
Et puis les politiques disent bah non, nous on est élus par les citoyens, donc si les citoyens ne changent pas, on ne va pas prendre des mesures qui ne sont pas politiquement correctes, qui vont pas dans le sens de la majorité. Donc tout ça fait qu'on se retrouve dans un triangle de l'inaction et que tout le monde a envie de faire quelque chose, mais personne ne le fait finalement, quoi. Je pense que pour ça, il y a cette idée de changer aussi nos imaginaires, nos désirs, ce qu'on considère comme un futur souhaitable ou même un présent désirable, et pas se dire partir à l'autre bout du monde en avion pour 10 jours, hyper stressé de ces 6 mois de travail, c'est désirable, mais en fait se dire comment est-ce que je fais pour mieux répartir mon temps de travail et mon temps libre, entre guillemets. Et d'ailleurs, je trouve que le temps libre, c'est horrible comme terme, c'est-à-dire que le reste du temps, c'est du temps quoi ? Mais du coup, voilà, se dire en fait, on change notre rapport au temps, au travail, à la mobilité, et ça passe par un changement de récit collectif. Et là, c'est là qu'on prend le problème de manière collective et qu'on ne fait pas ce ping-pong de non, c'est à vous les politiques, non, c'est à vous les consommateurs, non, c'est. D'ailleurs, on est tous citoyens, consommateurs, travailleurs, étudiants, etc. Donc en fait, dans ce triangle, on est un peu partout aussi. Donc, comment est-ce qu'on change en fait le récit commun ? Et ça, c'est un peu une question que je me pose, c'est quand vous arrivez avec tes équipes dans un lieu, est-ce que vous arrivez à vous imprégner de la culture, des récits tu parles des Capri Sun, par exemple. Comment on fait pour se dire il y a peut-être d'autres façons de consommer, de prendre du plaisir dans son quotidien, etc. Est-ce que vous arrivez à comprendre, en fait, tu parlais de sciences sociales plutôt que de solutionnisme technologique, qui va être plutôt un moyen, mais d'abord vous comprenez les usages, les habitudes. Comment est-ce que vous arrivez à vraiment être au contact des gens pour comprendre le problème culturel de fond qui va faire que peut-être que les gens vont utiliser moins de plastique, avant de le recycler ou d'en faire quelque chose, de le upcycler, etc. Comment on fait pour limiter l'usage déjà dès le début ? C'est vrai que c'est ça le plus compliqué, et c'est vraiment le cœur du problème, c'est d'arriver à comprendre quel est l'usage qu'il y a derrière, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et quelles solutions alternatives on pourrait mettre en place qui ne soient pas uniquement fonctionnelles techniquement, mais fonctionnelles socialement. C'est-à-dire que ça va vraiment être adopté et utilisé. Et ça, nous, on peut pas trouver cette solution-là, parce que juste, on n'est pas du tout... on connaît pas la culture, les usages. Donc, il faut vraiment avoir, et c'est toujours très compliqué, mais une position un peu juste plutôt d'observateur, et de trouver les bonnes personnes à interroger, de récolter des témoignages et de comprendre en face de chaque déchet, typiquement, qu'on va pouvoir trouver quel est l'usage derrière, qui consomme ça, et derrière pouvoir travailler peut-être avec des designers, des étudiants dans chaque pays pour essayer de trouver des solutions alternatives. Mais bon, c'est ça le gros challenge. Et on ne sait pas aujourd'hui si on va réussir à trouver vraiment des solutions alternatives ou si on va juste pouvoir uniquement constater les usages. On sait que en Asie, typiquement, on utilise beaucoup de plastique parce que c'est synonyme d'hygiène. Et donc, on emballe même des fruits qui ont déjà une peau, mais c'est parce que culturellement, c'est synonyme d'hygiène. Donc, c'est souhaitable d'avoir du plastique partout. Nous, ça nous paraît incroyable de dire on va emballer une orange dans du plastique. Mais en fait, dans d'autres cultures, c'est perçu différemment. Au Maroc, je sais que typiquement, on utilise des sacs plastiques noirs parce qu'on veut cacher ce qu'on achète. Donc, c'est assez culturel. Mais il y a un Marocain qui me disait le Marocain ne peut pas vivre sans pain et sacs plastiques. Et en fait, juste culturellement, c'est quelque chose que on peut pas arriver en disant regardez, faites comme chez nous, achetez une gourde. Il faut vraiment réussir à avoir cette humilité pour comprendre que ça soit au Maroc ou à Marseille ou n'importe où. Chez nous, en fait, chacun a des usages et il faut réussir à comprendre ces usages-là pour pouvoir faire différemment. C'est ça le gros challenge. Merci beaucoup Simon, super inspirant de t'entendre. On va passer à vous, à des questions de la salle. Oui, première question, je ne sais pas comment le micro est... Ouais, il y a un micro qui arrive. Bonjour, je m'appelle Arnaud, élève ingénieur. Merci beaucoup pour votre présentation, je trouvais vraiment ultra inspirante. Moi, ma question, c'est comment vous faites pour financer ça ?
Enfin, j'imagine, c'est super ambitieux comme projet. Comment vous avez fait pour convaincre des gens de vous dire, où vous dites je vais acheter un bateau, on va partir dans 30 pays et enfin, j'imagine que ça a dû être assez compliqué. J'aimerais bien avoir le récit de cette histoire. Merci. C'est vrai que c'est ça le plus compliqué, puisqu'aujourd'hui on est dans un modèle économique qui pousse des modèles finalement où c'est toujours mieux de polluer ou de consommer des ressources parce qu'elles sont gratuites. Donc finalement des modèles alternatifs sont généralement pas viables économiquement tout de suite en tout cas, puisqu'il faut repenser un peu la manière de faire. Donc nous on s'est dit, pour financer cette recherche, pour financer la formation de ces entrepreneurs, la diffusion, cette expédition autour du monde, on va s'inspirer des modèles qui sont peut-être plus classiques dans le sport, dans la course au large, ou dans le sport en général, donc basés sur le sponsoring, avec des partenaires qui sont des entreprises qui financent la recherche et donc qui contribuent au projet. Donc ça, c'est le modèle, on va dire, qui nous permet aujourd'hui de lancer cette expédition, de faire de la R&D en open source, donc sans avoir déposé de brevet, et de pouvoir former des entrepreneurs. Dans un deuxième temps, puisque ça forcément c'est pas durable sur le long terme, donc on cherche une manière aussi de trouver un modèle économique pour nous, pour notre structure. Et donc là, on se tourne vers, typiquement, on va travailler avec des organismes qui font du microcrédit pour pouvoir vendre aussi des machines, même si on peut on peut rendre accessibles les plans des machines, mais on peut aussi pouvoir vendre des machines pour donner accès. Et aussi exploiter nos propres usines. Donc là, on travaille sur un projet au Cameroun où on va tester ce qu'on raconte, on va faire nous-mêmes, on va monter une usine de recyclage, l'exploiter et s'en servir d'usine un peu modèle pour pouvoir inviter aussi des entrepreneurs qui voudraient faire pareil à venir se former dans l'usine pour derrière répliquer le modèle. Donc ça va être, on va dire, l'après-expédition, une fois que ce bateau aura fait son expédition et fait connaître toutes les solutions. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte que grâce à la médiatisation, grâce à la visibilité qu'on avait, on arrivait à toucher les gens qu'on ciblait, qui sont quand même très difficiles à trouver parce qu'on ne parle pas la même langue, on ne connaît pas les pays. C'est des entrepreneurs qu'on cherche, ne sont pas forcément LinkedIn. Donc il fallait trouver une autre manière de toucher nos bénéficiaires. Et grâce à la visibilité du bateau, parce qu'on pourrait se dire le bateau à quoi il sert finalement, puisque l'action elle est sur le terrain à terre, en fait grâce à ce bateau, à la visibilité, on a réussi à avoir des centaines de personnes qui entendent parler du projet et donc qui se lancent aujourd'hui dans des centres de recyclage. On a lancé il y a un mois un appel à candidature pour l'Afrique francophone. Et en une semaine, on a eu 100 candidatures donc d'entrepreneurs qui voulaient créer un centre de recyclage. On a été un peu surpris parce que c'était vraiment un test. Le bateau n'est pas encore parti, donc c'était vraiment une sorte de premier bêta-test. Et donc, on a formé une cinquantaine d'entrepreneurs en ligne, mais qui montrent qu'en fait, on peut avoir un impact assez important grâce à ces modèles. Et que finalement, communiquer, raconter, c'est quand même très important si on veut pouvoir inspirer et avoir un impact, un impact très grand, quoi. Ouais. Bonjour, j'ai le micro. Oui. Justine, enchantée. Merci pour cette belle discussion. Moi, j'ai un diplôme de neurosciences comportementales, donc c'est vrai que tout ce qui est biais cognitif, ça me parle bien. Petite question, c'était est-ce que c'est pas frustrant déjà d'essayer de porter ce combat et de pas se sentir forcément hyper soutenu? Première question. Et deuxième question, quel est le profil qui vous soutient le plus? Qu'est-ce qui est vraiment activement engagé? On voit beaucoup d'apparences, on voit des entreprises qui prennent des stands, mais concrètement, qu'est-ce qui derrière tout ça, ces apparences sont vraiment ceux qui sont activement impliqués? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Est-ce que ce sont des business angels? Enfin, quel est ce profil? Quelle est la génération aussi? Est-ce que c'est nous, les jeunes, qui portons vraiment ce combat? Ou est-ce que c'est plutôt des personnes un peu plus âgées qui ont vraiment vu qui voient vers le monde vers où il va et qui vous portent? Voilà, deux questions très différentes. Sur la première, on a quand même la chance de travailler sur un sujet qui est peut-être le sujet dont tout le monde parle, la pollution plastique. Ce qui n'était pas forcément le cas quand on a commencé, mais on a cette chance, et c'est pas vrai pour tout le monde malheureusement, mais d'être sur un sujet qui est très médiatisé, et donc on se sent plutôt porté parce que tout le monde en parle et tout le monde a envie de s'y mettre, alors que finalement c'est pas la seule pollution de l'océan, c'est pas la seule problématique qu'on a sur Terre. Des pollutions chimiques qui sont beaucoup moins visibles, sont peut-être beaucoup plus impactantes. Donc finalement, nous, on a la chance de travailler sur un sujet facile, parce qu'il est visible,
on en parle beaucoup et on a des solutions assez simples qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est assez enthousiasmant parce que très rapidement, on peut voir des choses concrètes se mettre en place, avoir de l'impact. C'est pas conceptuel, c'est très concret, c'est tangible. Donc ça, c'est super. Et donc après, sur qui nous soutient le plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de généralité, même si c'est sûr qu'on voit arriver ces nouvelles générations dans des entreprises familiales qui reprennent le flambeau, qui sont plus jeunes, plus engagés, qui ont une vision différente de l'entreprise. Mais c'est vrai aussi pour des entreprises plus grosses, avec peut-être pas forcément des gens aussi jeunes, mais qui prennent quand même, qui ont des enfants typiquement, et qui se disent j'ai aussi envie de changer parce que j'ai des enfants et que j'ai pas envie qu'ils grandissent dans un monde trop dur. Donc c'est pas simple de faire des généralités, mais effectivement aujourd'hui on n'a pas encore assez ce mouvement-là. On commence à parler, mais on n'agit pas encore suffisamment. Il y a un truc je ne sais plus qui faisait ce parallèle-là, mais en médecine, il y a un truc qui s'appelle le score Glasgow, qui caractérise une personne, son état de conscience, s'il est dans le coma ou pas. Et donc finalement, le premier stade, c'est est-ce qu'on parle. Donc finalement, on est dans ce premier stade de Glasgow, on est conscient, on parle, mais on n'agit pas. Donc on n'a pas la réaction motrice qu'il peut y avoir. On n'est pas encore au max de ce qu'on pourrait faire, quoi. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux différences culturelles. Je trouve que c'était une approche super intéressante et je partage totalement ton constat. Étant moi-même biculturelle, parfois j'ai l'impression d'avoir deux personnalités, c'est assez étrange. Et je voulais te demander du coup, est-ce que c'est possible, une fois qu'on a fait ce constat, d'aller au-delà de ces différences et de se dire, voilà, on est tous à l'échelle planétaire, plus ou moins, mais globalement maintenant, ça fait depuis 72 qu'on en parle, donc ça fait un moment qu'on parle des questions climatiques, de problèmes de pollution, etc. Je pense que tout le monde est à peu près au courant et surtout, comme tu disais, maintenant il y a pas mal de résonance médiatique. Est-ce que maintenant il y aurait des pas à faire pour que tout le monde puisse dépasser un peu ces habitudes et se dire ça y est, on se lance, on y va tous ensemble et on fait cet effort, on met un petit peu de côté notre identité, ce qui n'est pas facile, comme tu disais aussi tout à l'heure, de changer. Mais voilà. Mais en fait, je pense que j'ai l'impression, parce qu'encore une fois, je ne suis pas assez expert, mais j'ai l'impression que ce n'est pas tant une histoire de culture, c'est plus vraiment la condition humaine, la manière dont est fait le cerveau. On peut très bien être conscient, être sensibilisé à la problématique, comme moi par exemple, et ne pas réussir à faire les bons choix, parce qu'on n'y arrive pas pour plein de raisons. Et donc souvent, on a vraiment une vision qui est très fausse de la manière de faire changer les comportements. Par exemple, une campagne de pub si on garde le thème de la pollution plastique, pour inciter les gens à mettre dans une poubelle. Une campagne où on montre une rue pleine de déchets va avoir beaucoup moins d'importance, d'influence qu'une campagne où on voit quelqu'un jeter dans la poubelle. Mais instinctivement, on se dit, ce qui marque les esprits, c'est de voir cette rue polluée, c'est ça qui va faire changer les gens, ils vont prendre conscience et ils vont se mettre en marche, ils vont changer. En fait, pas du tout. C'est la norme sociale qui prime. Et donc, si on voit quelqu'un mettre un déchet dans la rue, si on voit une rue polluée, on va avoir tendance à rajouter son déchet parce que c'est la norme sociale. Et c'est ce qui est utilisé dans les applis Facebook et autres. C'est ce truc de la norme sociale, quoi. Tous mes potes participent à cet événement, donc je vais y participer. Et donc c'est des mécanismes qui sont vraiment connus et on les utilise dans le marketing, on les utilise pour plein d'usages. Le nudge en fait, c'est l'idée de nudger les comportements. C'est ça complètement. C'est par exemple pendant les confinements, quand on montrait des photos avec plein de gens sur les berges, sur les bords de Seine, sur les bords de mer, etc. Les gens disaient s'il y a tout le monde qui y est, pourquoi moi j'y étais pas? Ok, ce week-end j'y serai. Alors qu'à l'inverse, par exemple dans les entreprises, on peut voir dans les lavabos 90% des gens qui sont passés ici ont lavé leurs tasses.
tu poses ta tasse, tu te dis je ne vais pas être le seul débile qui ne va pas laver ma tasse. Ok, si 90% de mes collègues le font, alors que si c'est personne ne lave sa tasse, s'il vous plaît, montrez l'exemple, on n'a pas envie. C'est ça ce que tu dis, c'est changer la norme, changer ce qui est vraiment le standard minimum aussi, quoi, plutôt que de montrer tout ce qu'on fait mal. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut comprendre les meilleures manières de faire changer les gens, et c'est pas intuitif. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui savent comment ça marche, parce que c'est utilisé dans des équipes marketing et autres. Donc, pas forcément à bon escient, c'est ça aussi. Mais pas à bon escient, ouais, pas forcément à bon escient. Donc c'est là où il faut être malin et utiliser ce qui fonctionne pour faire acheter, par exemple, ou faire passer du temps sur les réseaux, et appliquer ça au changement de comportement pour l'environnement. Il y avait une question par là aussi, ouais. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question sur l'explication de votre entre guillemets business model au début. Vous parliez que vous alliez former des entrepreneurs, etc. localement. Donc, j'ai 2 questions par rapport à ça. Premièrement, est-ce que derrière, vous allez assurer un suivi de ces entrepreneurs, et si oui, sous quelle forme, etc. Et enfin, vous parlez de sobriété, mais au final, là, vous allez partir pendant 3 ans. Donc, partir 3 ans en bateau, ça a quand même un impact carbone qui est pas forcément négligeable. Donc, est-ce qu'à terme, vous envisagez éventuellement de dupliquer votre modèle sur certaines zones géographiques avec éventuellement des entrepreneurs que vous aurez formés pour que ces derniers commencent à passer votre message sur les zones sur lesquelles ils ont commencé à développer les idées que vous leur aurez transmises? Voilà. Alors, le modèle économique, pour l'instant, c'est du non-profit. Donc, on forme des entrepreneurs gratuitement dans le but de faire émerger ces entreprises, mais on ne veut pas du tout rentrer dans un modèle d'ONG où on va donner des machines, où on va faire du suivi des gens, parce qu'en fait, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est d'arriver à autonomiser les entrepreneurs et de leur faire confiance, parce qu'il va y avoir des échecs, c'est sûr, mais c'est comme partout, c'est pas une histoire de culture, mais il faut miser sur l'autonomie, la débrouille. Et il y a énormément d'entrepreneurs incroyables qui nous ont pas du tout attendus pour faire, et on va pas du tout aller les suivre pour leur dire fais ci, fais ça. On va leur donner les connaissances, les accompagner au mieux, les former, mais derrière parier sur le fait qu'ils vont être capables d'adapter la connaissance qu'on leur donne au pays, à la culture, au marché. Et finalement monter eux-mêmes leur initiative, leur histoire qui sera peut-être un peu différente. Donc je pense que c'est ça qui est important, de passer d'un modèle d'ONG, d'humanitaire qui n'a pas forcément fonctionné, parce qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson, c'est classique, mais donc c'est quand même assez vrai, quoi. Et quand on regarde les gens qui nous contactent, on se rend compte qu'il y a déjà un savoir-faire qui est incroyable et déjà énormément d'engagement. Donc ça, c'est la première chose. Et après, effectivement, l'objectif de cette expédition, elle va juste faire 3 ans, et c'est pas du tout quelque chose qui est voué à perdurer, puisque l'objectif, c'est vraiment de permettre à ce modèle de se répliquer dans les villes, à terre, et à des entrepreneurs un peu qu'on aura formés peut-être au début, ou qui seront les pionniers, d'inspirer d'autres entrepreneurs, et que ce modèle puisse se diffuser grâce au partage de la connaissance, de l'information. Donc c'est vrai que ça va forcément polluer ce projet, mais dans le but derrière d'avoir un impact qui compensera largement, on espère, quoi. Mais au fond, bonjour, Monsieur Macagnosc, ancien enseignant à l'université de Poitiers et dans différentes universités italiennes. Et quand vous avez parlé des aspects culturels, ça m'a rappelé une chose. D'abord, mon métier de géographe. On est dans un système, et la planète est système, mais les hommes eux-mêmes, chacun des acteurs, est dans un système. Et à Naples, il y a sans doute la densité de poubelles la plus grande de toutes les villes que j'ai pu rencontrer. Vous prenez la Via Dante et Via Roma, la Grande Actera, il y a des poubelles toutes les 50 mètres, mais les sacs en plastique noirs sont presque tous vides. Les déchets sont par terre. Je me suis enquis auprès de mes collègues, de connaissances, de cet état de fait. Et ils m'ont dit, c'est très simple, si on met tout dans les sacs poubelles,
c'est très vite ramassé et il faut peu d'employés. Or, nous avons beaucoup de chômage à Naples et en laissant les ordures par terre, nous demandons en fait à beaucoup plus de mains et de temps pour ramasser ces ordures. Et voilà. Donc, Oui. le problème de la pollution revient là, non pas sur l'aspect sociologique, qui est probant, mais surtout sur l'aspect économique. Bah, c'est sûr, c'est lié et chaque contexte, chaque ville a ses problématiques et c'est vrai que Naples c'est un exemple assez marquant. Marseille aussi, hein, il n'y a pas si longtemps, moi je voyais en bas de chez moi les poubelles descendre jusqu'au Vieux-Port. Et c'est pas simple, hein, et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution technique miracle, il n'y a pas de solution sociale. Et il faut comprendre à chaque fois le contexte et s'adapter. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Mais effectivement, l'Italie, Campanie, c'est quand même une région. Puis après, il y a des histoires avec la mafia qui rachètent, se font payer pour récupérer les déchets et ensuite les brûlent en Campanie. Donc il y a un taux de cancer énorme dans cette région-là parce qu'il y a des feux, des incendies de décharge. Donc c'est assez complexe, c'est sûr. On a le temps pour une dernière question. C'est bon ? Ouais. Bonjour, merci pour cet échange, Camille, Société Dalca. Je me permets de partager une expérience que j'ai vécue cette année. Je suis partie au Bénin pour une mission humanitaire avec mon association. Et il faut savoir, c'est une très belle mission, très respectable, mais l'enjeu culturel est très fort. Pour avoir été du coup dans la campagne béninoise, je me suis rendu compte qu'il y avait, notamment sur le plastique, une notion qui était très surprenante, c'est que là-bas, il s'agit d'une ressource de luxe. Le verre est moins cher que le plastique. Donc les enfants passent leur temps à essayer de récupérer les plastiques. Je ne sais pas après comment ça se passe, on n'a pas encore décortiqué tout le schéma local. Mais voilà, il faut savoir que la notion de plastique peut être perçue vraiment différemment de ce que nous, on peut avoir comme point de vue depuis l'Europe. Le deuxième sujet, c'est que tout ce qui est apport d'outils, alors je suis entourée d'ingénieurs dans mon association et d'entrepreneurs, c'est qu'il y a un réel marché local sur les outils de fabrication. Nous, dans l'orphelinat, on a construit des infrastructures juste en dur, en fait. On ne souhaite pas impacter le système social qui est sur place. Par contre, au niveau des infrastructures et des outils qu'ils ont, par exemple, la brouette fait partie d'un marché de location auprès de plusieurs résidents du Bénin dans des villages et ils ont leur importance parce qu'ils ont des brouettes. Ça paraît simple comme ça. Mais quand vous arrivez demain, si par exemple demain vous vous présentez au Bénin, vous arrivez avec cette nouvelle technologie, je ne sais pas d'un point de vue culturel et social si ça ne va pas déstabiliser un ordre qui est toujours existant et présent chez eux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où oui, on peut apporter notre savoir-faire et nos technologies, mais l'enjeu culturel et les habitudes sont si importantes que si on ne l'analyse pas en amont, on ne sera pas capable d'intégrer notre technologie comme il faut et on peut créer des déséquilibres. Donc voilà, je veux juste partager cette expérience. Non, mais c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Et c'est pour ça qu'on n'essaye pas d'importer des technologies françaises ou européennes, mais plutôt d'essayer de référencer ce qui est déjà utilisé dans les pays cibles. Et donc typiquement, ce qui se fait déjà en Afrique, ce qui se fait en Égypte. Donc c'est pas des nouvelles technologies, c'est déjà des systèmes qui sont utilisés, mais pas assez en fait. Et donc aujourd'hui, typiquement, on a des gens qui recyclent le plastique, mais qui font ça dans une marmite avec un feu de bois. Donc ils font des pavés pour les routes, mais ils font brûler le plastique. Donc là, ce qu'on peut réussir à faire, c'est apporter des systèmes assez simples pour faire fondre le plastique, pas en le brûlant, mais en le chauffant et donc en limitant les émissions et en professionnalisant un peu ce qui se fait déjà. Donc c'est pas des technologies de rupture, c'est vraiment des choses qui se font depuis des années et ça reste dans une approche de low-tech et d'open source où justement ces technologies peuvent être adaptées au contexte et aux besoins et on laisse justement à ces entrepreneurs la possibilité de les modifier et de les adapter.
Mais ça, c'est vrai. On travaille avec des anthropotechnologues. Ça, c'est assez... il n'y a pas beaucoup... Cette discipline est assez récente, qui justement essaie de comprendre comment est-ce qu'une technologie peut fonctionner socialement, en plus de fonctionner techniquement. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte de plein de choses. Il y a un système qu'on a étudié au Burkina Faso, une pyrolyse qui avait été installée par des Suisses. Elle n'était pas utilisée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cycle était trop long. Et donc, c'était majoritairement des femmes qui travaillaient dans ce centre-là. Elles rentraient trop tard le soir. Et donc, culturellement, ça ne marchait pas. Donc, les machines n'étaient pas utilisées. Donc, c'est sûr que c'est l'enjeu majeur que ces systèmes ne soient pas techniquement fonctionnels, mais socialement fonctionnels. C'est l'enjeu majeur, ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. Une dernière question ? OK. Et après... Oui, vous avez pris en tant qu'entrepreneur des initiatives tout à fait remarquables dans un domaine qui est finalement un domaine très social et collectif. Et dans un autre monde, on aurait considéré que c'était à la collectivité de prendre ces initiatives. On a vu aussi que la collectivité n'y arrivait pas toujours. Et vous, dans ce que vous avez dit, vous avez aussi abordé le problème de la fragilité d'initiatives comme les vôtres. Donc vous avez peut-être réfléchi au fait que est-ce qu'il y a des pistes de sortie en faisant collaborer des collectivités qui ont quand même, quelle que soit l'échelle de la collectivité, qui ont quand même une vraie responsabilité en la matière, et des gens qui, comme vous, mettent le sujet sur le tapis, lancent des initiatives, abordent des solutions, donnent des idées, mais manquent un peu de moyens pour passer à la vitesse supérieure. Voilà ma question. C'est sûr, il y a toujours plusieurs approches. Nous, on a choisi l'approche par le bas, en se disant que la multiplication de petites initiatives à l'échelle locale vont permettre un impact et peut-être faire bouger à plus haut niveau des collectivités, des États, plutôt que l'approche de lobby sur des gouvernements ou des collectivités, parce que surtout dans les pays qu'on cible, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'autres problèmes de corruption, de moyens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué de faire bouger. On parlait avec un ministre au Burkina Faso, il nous disait mais pourquoi est-ce que les sacs plastiques ne sont pas interdits chez vous ? Il dit mais bien sûr que si, c'est interdit les sacs plastiques. En fait, il y en a partout, mais c'est juste que c'est pas, la loi n'est pas respectée. Donc il y a plein de problématiques qui nous dépassent un peu. Donc c'est pour ça que on préfère en tant qu'entrepreneur cette approche par le bas parce qu'elle nous paraît plus simple et rapide à mettre en place. Mais il faut agir forcément des deux à plusieurs niveaux, c'est sûr. Merci à toutes et à tous. Merci Simon d'avoir partagé. Merci.